Rémy Lecrenier, cet homme est l'auteur d'un quadruple assassinat perpétré au sein d'une même famille. Des assassinats d'une violence inouïe, doublés de viols et achevés à l'arbalète. En 1999, la cour d'assises l'a condamné à la prison à perpétuité. Et pourtant aujourd'hui, il vient d'obtenir 4 permissions de sortie. Alors ces permissions sont-elles le prélude à une future libération conditionnelle? C'est l'enquête d'Agnès Lejeune et de Charlotte Collin. La Cour condamne Lecrenier Rémy à la réclusion à perpétuité. Permettre à un condamné de sortir avant sa fin de peine, c'est un élément qui le motive pour ne pas retourner en prison. On reçoit un courrier comme quoi Monsieur Lecrenier est libérable. Alors là maintenant c'est la colère, la rage. C'est une très mauvaise idée d'inclure les victimes dans le processus judiciaire. On vit déjà un enfer, on en rajoute encore une couche. Et on s'étonnera qu'on devienne fou et désespéré. On vit déjà un enfer, on en rajoute encore une couche. Et on s'étonnera qu'on devienne fou et désespéré. Le 7 juillet 1997, à Bazoa, près de Huy, Rémy Lecrenier assassinait 4 membres de la famille Tellier chez qui il habitait. 3 sœurs et leur maman. 2 des victimes ont en plus subi un viol. En décembre 1999, pour ces 4 crimes et leur mise en œuvre froide et méthodique, la cour d'assises de Liège condamnait Rémy Lecrenier à la perpétuité. Deuxièmement, c'est la personne de Tellier Vinciane. La Cour, après en avoir délibéré avec le jury conformément à l'article 364 du Code d'instruction criminelle sur la peine à prononcer, condamne Lecrenier Rémy à la réclusion à perpétuité. Encore une manifestation et j'arrête l'arrêt. En ce moment, nous pensons intensément aux victimes qui ont été si présentes pendant tous les débats. La justice des hommes leur a enfin été rendue. Il n'y aura pas de déclaration autre. Merci. Près de 17 années se sont écoulées depuis la condamnation de Rémy Lecrenier. Il les a passées à la prison d'Andenne, à quelques kilomètres à peine des lieux où il avait commis ses crimes. C'est un détenu que l'on dit exemplaire. Il a aujourd'hui 44 ans. Depuis 10 ans, Rémy Lecrenier demande sa libération conditionnelle. Le 27 janvier dernier, le tribunal d'application des peines lui a accordé pour la première fois 4 permissions de sortie, des congés qui semblent annoncer une future libération. Trop tôt, trop cruel, trop injuste, clament les parties civiles qui ont survécu au drame. Depuis l'été 2013, Philippe Tellier, le père de famille, est décédé, épuisé de chagrin. Son frère Bruno était très proche de lui. Pour votre frère, est-ce que la vie a pu continuer quand même? Est-ce qu'il a retrouvé une certaine sérénité? Ou c'était impossible? La sérénité, dans ces rares moments d'oubli peut-être, oui. Si Philippe n'avait pas eu Karine, sa première fille, je pense qu'il aurait mis fin à ses jours. Parce que nous avons eu la nuit plusieurs conversations où il parlait de passage à l'acte, mais il se disait, Karine, lorsqu'elle pensera à ça, elle dira que je ne l'aimais pas assez pour rester en vie. Il est passé par tous les états, la révolte, la violence, avec l'intention de... Enfin bon, il ne l'a pas fait. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, alors qu'il est question, depuis quelque temps, de la libération conditionnelle de Rémy Lecrenier? Au moment où on a commencé à se reconstruire, on reçoit un courrier comme quoi Monsieur Lecrenier est libérable. On nous dit maintenant, on va le libérer. Alors là, maintenant, c'est la colère, la rage. Il y a des rapports qui témoignent qu'il aurait fait un certain chemin et qu'il doit le continuer.
Ça vous paraît impossible? Qu'il continue à faire son chemin, mais qu'il le fasse là-bas. Hein. Les Tellier formaient une famille heureuse avec leurs 3 filles, Vinciane, Laurence et Vanessa. Vinciane l'aînée a 14 ans quand elle rencontre Rémi Lecrenier à un cours de karaté. Il a 6 ans de plus qu'elle. Ils tombent amoureux. Lorsque Vinciane le rencontre, elle est très jeune encore à ce moment-là. Et vous n'êtes pas du tout favorable à cette relation? Bien sûr. J'étais pas favorable déjà en fonction de l'âge de Vinciane, 14 ans. Bon, un petit flirt, évidemment, on sait ce que c'est. Mais quand j'ai appris avec qui, bon, je me suis renseigné un petit peu, j'ai appris que ce garçon avait, je sais pas moi, 21 ans à l'époque, quelque chose comme ça, qu'il avait déjà un enfant. Beau parleur, bon, il a séduit ma fille et quelque part, j'ai dit non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui vous a amené plus tard à changer d'avis et à lui proposer de venir s'installer chez vous? C'est-à-dire que ma fille, ma fille l'a quitté 2 ou 3 fois sur mes injonctions, je suppose, mais chaque fois, il est venu la rechercher. Et alors, à un moment donné, elle est partie quelques jours chez lui, etc. Et alors, avec ma femme, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse courir les affaires comme ça ou bien est-ce qu'on essaie d'arranger? Parce qu'après tout, vous ne pouvez pas faire le bonheur de votre fille si elle ne participe pas. Et c'est à ce moment-là que ma femme et moi, nous nous sommes dit, tiens, bon, on ne va pas continuer la guerre éternellement. Et j'ai dit à Vinciane, écoute, bon, si tu veux, maintenant, tu peux rentrer et éventuellement... S'il veut venir, bon, il est le bienvenu. Rémi s'installe dans la maison familiale, comme chez lui. Au début, tout semble bien se passer. Mais rapidement, il devient intrusif. Il veut régenter la vie des 3 sœurs. C'était lui chef un petit peu, hein. Il voulait un petit peu faire comme ça le chantait lui, quoi. Ouais, un petit peu trop de place. Et comment se comportait Rémi Lecrenier par rapport à Vinciane? Possessif. Possessif, jaloux. C'était sa propriété et il fallait que Vinciane soit là tout le temps quand lui décidait qu'elle devait être là. L'ambiance se dégrade. Vinciane découvre un jour une arme dans sa chambre. Elle n'en parle pas à ses parents. Quand on était à Voriaz, il s'était disputé. Elle m'a dit, écoute, j'en peux plus. Il m'a menacé. Et il a gravé 2 balles. Une balle avec mes initiales, une balle à son nom, et il a dit ça, si tu me quittes, c'est pour toi. Vanessa commençait aussi à en avoir très très peur parce qu'un jour, bon, elle est sortie de sa douche et elle m'a dit Virginie, j'ai peur, quoi. J'étais dans ma chambre, il est arrivé, j'avais mon peignoir, il a mis sa main sur ma jambe et il m'a dit c'est dommage que je suis avec Vinciane parce que ça me plairait de sortir avec toi. Vinciane décide alors de rompre. Il dit papa. Tu sais, quand j'étais jeune, que tu voulais pas que je sorte avec lui, etc. Mais tu avais raison. Maintenant, j'ai compris. Et je n'en veux plus. Elle m'a pas donné de raison bien précise. Je n'en veux plus. Alors, on va se séparer. Soulagé, oui, je l'ai été, mais je me dis comment ça va se passer. Et alors, les choses ont continué comme ça une quinzaine de jours, peut-être, je ne sais pas. Lui a commencé à sortir, à rentrer à 4-5 heures du matin, etc. Donc il avait l'air de refaire un petit peu sa vie quelque part. Et un jour, il me dit, bon, je crois que maintenant, avec Vincent, c'est fini. On va se quitter bons amis. Je viendrai chercher mes affaires, dans quelques temps. Et puis voilà, et puis de toute façon, j'ai déjà retrouvé quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Je pense que, alors je me dis, ouf, tout va bien se passer. Et ça s'est terminé là, quoi. Rassuré, Philippe Tellier part en Espagne pour ouvrir la maison de vacances où ses filles ne vont pas tarder à le rejoindre. Chaque jour, il a un contact avec sa femme et suit à distance la vie de famille. Le matin du 7 juillet, il ignore tout du drame qui est en train de se dérouler dans la maison familiale. La seule version des faits dont on dispose est celle que Rémi Lecrenier livrera plus tard aux enquêteurs. Ce matin-là, les 2 jeunes gens se seraient disputés. Vinciane se rend à son travail. À 8 heures, Lecrenier se lève. Il a un revolver à la main, chargé. Il a, dira-t-il, l'intention de se suicider.
Mais une seule chose est sûre, c'est Laurence, la plus jeune sœur, 19 ans, qu'il rencontre à l'entresol sur le palier de la salle de bain. Il lui tire aussitôt une balle dans la tête. Elle est blessée. Il viole ensuite la jeune fille avant de l'achever d'une seconde balle. Entre-temps, Vanessa, la deuxième sœur, 21 ans, s'est sans doute précipitée vers le grenier. Il la tue, elle aussi, d'une balle. Il pose les deux corps dans une chambre et les recouvre d'une couette. À 9 h, le grenier quitte la maison. Il se rend chez sa mère, qui habite pas loin de là. Il croise son grand-père en route. Puis il se rend dans 2 agences bancaires. Il y retire 450 000 francs. Vers 11 h 30, il achète 4 cassettes vidéo et une pizza dans un centre commercial. Il retourne alors à Bazoa, dans la maison de la famille Tellier. 14 h 30, des témoins le croisent sur la route de Huy. Il se rend dans une armurerie où il achète une arbalète, 15 flèches, 3 lames de chasse, une cible et un couteau. Il regagne à nouveau Bazoa, où la maman ne va pas tarder à rentrer. Elle doit en effet téléphoner à son mari en Espagne, comme elle le fait tous les jours. Dès son retour, Madame Tellier est abattue d'une balle dans la tête, tirée par derrière. Rémi Le Crenier traîne le corps par les pieds tout au long de l'escalier jusqu'au garage. Il éponge minutieusement le sang répandu. Pendant ce temps, Monsieur Tellier essaye en vain d'appeler d'Espagne. À 15h15, pas de coup de téléphone. Alors moi je prends mon GSM, je téléphone. Occupé. 2 quarts d'heure, un quart d'heure, occupé. Et vers 5 h, je me souviens plus exactement des heures, vers 5 h, je l'ai au téléphone. Hein, il dit, salut Rémi, et tout ça, et les filles, elles ont pas, ben non, qui dit, il y a personne ici, je ne sais pas où elles sont. Les Geneviève non plus, ben non, il dit, je te dis, il y a personne. Mais enfin, qui dit, quand les filles rentrent ou Geneviève, je leur dis de te téléphoner tout de suite. Rémi Le Crenier passe la fin de l'après-midi à visionner des films d'action qu'il regarde en vitesse accélérée. Il s'entraîne aussi à tirer avec l'arbalète. Vers 19 h, il part rechercher Vinciane au manège d'Outreloux. Il la ramène à la maison. Dans la chambre, il la viole puis la tue de 2 balles dans la tête. Il transperce ensuite le corps d'un carreau d'arbalète tiré dans le dos. Sur la plante des pieds de Vinciane, il écrit ces quelques mots « Je, il barre, tu m'as rendu fou ». Dans la cuisine, sur un tableau, Le Crenier laisse un dernier message « Je suis devenu complètement fou à cause de votre fille aînée ». Il signe « R ». Il est à peu près 20 h. Le Crenier quitte la maison en emportant ses armes, des munitions et quelques bagages. Vers 11 h au soir, je pense, on m'annonçait, ben oui, monsieur, elles sont mortes toutes les 4. Elles ont été abattues à coups de revolver. On vous l'a dit comme ça? Comme ça, oui. On m'a même dit, inutile de tourner autour du pot. D'ailleurs, je crois que c'est ça que vous pensez. C'était ça, quoi. Téléphone qui sonne, et j'entends « Tout le monde est mort, mais... en sanglotant, en criant, tout ça, mais je dis « C'est quoi ça? Philippe, c'est toi? Tout le monde est mort, qui disait. Philippe, c'est toi? Oui. Et quoi, t'as eu un accident? Non, tout le monde est mort, oui. Elles sont assassinées, qui dit. Je dis, oh là là, assassinées, là, c'est pas possible. Mais où es-tu? À Dénia, elle, à la maison. Alors là, vous vous demandez ce qui se passe, hein? Alors bon, je lui dis, raccroche, t'en prie, je vais téléphoner chez toi. Et c'est le commissaire de police qui m'a répondu, voilà. C'est hélas vrai. Je dis, j'arrive. Je suis le frère de Philippe, j'arrive. Oh, qui dit, écoutez, si vous venez, je ne vous interdirai pas d'entrer. Mais je vous en prie, ne venez pas. C'est une véritable boucherie. Le lendemain des funérailles, Rémi est arrêté dans un camping du midi de la France où il a été repéré par un vacancier belge. 2 ans plus tard, il est jugé. À la fin du procès, il s'adresse une dernière fois au père de famille. Bien que c'est impardonnable. Sans jamais la barre, ni les foraines. Ça. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est dit,
comme d'ailleurs ce sont des faits qu'il a rapportés à d'autres personnes, si un jour c'est fini avec Vinciane, le père Tellier s'en souviendra toute sa vie. Donc déjà, dans son esprit, ça me fait dire que quelque part, moi, il ne cherchait pas, peut-être pas nécessairement à m'abattre, non. Sa vengeance est bien plus complète maintenant. Te faire souffrir. Il a supprimé toute ma famille. Évidemment, moi je souffre. Moi je vais souffrir à perpétuité, moi. Sans espoir de recours, de quoi que ce soit. Lui, il va sortir un jour. Moi, je n'en sortirai jamais. Tuer cet assassin-là ne fera pas revenir mes filles, ni ma femme. C'est clair. Mais la perpétuité, pour moi, c'est la prison à vie. Il doit payer. Il doit payer. Et avant qu'on ne cherche à, disons, lui trouver quelque chose ou des libérations conditionnelles ou des choses de ce genre, il faut d'abord qu'il paye ses crimes. En août 2006, près de 10 ans après les faits, Philippe Tellier recevait une lettre du service des victimes au parquet de Bruxelles. Elle commençait par ces mots. « Monsieur, dans la perspective d'éventuels congés pénitentiaires de Monsieur Lecrenier Rémy, notre service est chargé de prendre contact avec vous. Comme vous le savez peut-être, chaque détenu qui a purgé une partie de sa peine est susceptible d'obtenir des congés pénitentiaires qui constituent une étape dans le processus d'une éventuelle libération conditionnelle. » Congé, libération. Monsieur Tellier était invité à se rendre au service des victimes ou à répondre par écrit, mais dans les 10 jours, le service étant tenu, lui précisait-on, par des délais très courts. La lettre concluait « Si aucune réponse de votre part ne m'était parvenue à la date mentionnée ci-dessus, je considérerais que vous ne souhaitez pas être associé à la procédure actuelle de congé pénitentiaire. » Vous recevez des formulaires, vous devez cocher les petites cases. Êtes-vous d'accord pour M. Lecrenier sorte? Êtes-vous d'accord pour participer? Êtes-vous pas bien? Et en finalité, si vous n'êtes pas d'accord, on vous dit tout simplement, eh bien, on vous tiendra pas au courant de la suite des événements. Voilà, paf. On vit déjà un enfer, on en rajoute encore une couche. Et on s'étonnera qu'on devienne fou. Et désespéré. C'est honteux. Honteux. On n'est pas d'accord sur la libération telle qu'elle est demandée parce que manifestement elle est prématurée et elle vide de tout sens la condamnation à perpétuité qui a été prononcée il y a 7 ans, pas il y a 10 ans. Et 2, les formulaires qui sont d'une banalité ou d'un anonymat à toute épreuve sont scandaleux. Nous sommes vraiment traités comme les derniers des derniers. Moi je suis outré, je suis désespéré. Je suis honteux d'être victime. Honteux parce que j'ai l'air de quémander la justice auprès de la justice. On a tué mes 3 filles et ma femme. Et je ne voulais pas exagérer, ce monsieur va sortir après 10 ans. C'est honteux, c'est dégueulasse. Suite aux réactions du papa, Rémy Lecrenier a retiré à l'époque sa demande de libération conditionnelle. 4 ans plus tard, l'avocat de Rémy Lecrenier obtient une nouvelle expertise psychiatrique de son client. On apprend que le condamné a aussi entamé un travail thérapeutique dans les murs de la prison. Christian Mormont est psychologue. Il a été expert devant les tribunaux dans d'autres grandes affaires criminelles. Pour lui, l'enfermement peut créer un choc mental. Il est possible de faire un travail thérapeutique en prison. La détention, c'est un cadre fixe qui n'interdit pas du tout qu'on fasse un véritable travail. Il y a tout de même un certain nombre de personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur acte criminel, qui se disent mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas à moi ça. Je ne me conduis pas comme ça. Je ne me reconnais pas. Et il y a là un problème important et qui suppose éventuellement une possibilité d'intégration. C'est vous qui l'avez fait, mais en même temps, vous ne vous y reconnaissez pas. Comment vous faites avec ces 2 morceaux de vous-même qui ne coïncident pas, dans lesquels il n'y a pas d'unité possible, et pourtant c'est vous. Alors, comment vous allez faire avec ça? Et surtout d'essayer de comprendre comment se faire une autre vie, et donc de ne pas réitérer un acte qui a été aussi catastrophique pour tout le monde.
Parallèlement à ce travail thérapeutique, Rémy Lecrenier continue tous les 3 mois d'introduire une demande de libération conditionnelle. Selon son avocat, c'est un détenu exemplaire. Il a fait un chemin, il doit pouvoir le poursuivre. L'administration pénitentiaire, par contre, s'oppose à sa libération. Après 5 années d'examen de la demande, le tribunal d'application des peines vient de décider d'accorder à Rémy Lecrenier 4 permissions de sortie à titre exceptionnel. Et cela pour lui permettre de poursuivre une thérapie en dehors de la prison et de commencer les premières démarches pour sa réinsertion. La famille des victimes n'accepte pas ce jugement. Elle a choisi de porter l'affaire devant la Cour de cassation. Vers la fin de sa vie, mon frère disait, mais après tout, qu'on arrête de nous torturer, qu'on mette des peines incompressibles, quand il aura 20 ans, il aura 25 ans ou il aura 30 ans, que ce soit un laps de temps bien défini pour chacun. Aussi bien pour le criminel que les victimes, ils disent, bon, ben, après tout, après autant de temps, ben, il aura changé. Mais depuis les 10 ans écoulés, ce que nous avons comme relation, c'est lui qui veut sortir et nous qui ne voulons pas. Mais vous vous rendez compte, c'est le système qui entretient une forme d'antagonisme qui peut aller jusqu'à la haine et la violence. Il faut mettre fin à ça. Je trouve que c'est une très mauvaise idée d'inclure les victimes dans le processus judiciaire. Parce qu'on ne peut pas leur demander, ce serait inhumain de leur demander d'être capables de neutralité, d'être capables de prendre une distance qui peut être nécessaire pour prendre les meilleures décisions pour la société, pas seulement pour l'auteur, mais aussi pour la société. On ne peut pas demander ça à des victimes, je trouve que c'est scandaleux. Pour le papa Tellier, il n'était pas concevable que Lecrenier sorte de prison. Parce que le jury, à l'époque, en avait décidé ainsi. Est-ce qu'on peut comprendre que l'on passe d'une peine maximale à des phases provisoires, alternatives, et qui nous amènent dans un processus d'une libération un jour ou l'autre? Actuellement, les victimes, si elles souhaitent être entendues, elles doivent prendre elles-mêmes toutes les initiatives. Alors elles peuvent faire valoir des conditions qu'elles souhaitent voir être imposées en cas de libération. Elles peuvent également assister à l'audience si elles le souhaitent, mais on les interroge en pratique uniquement sur les conditions dans leur intérêt personnel. Sur la question du moment de la libération, elles n'ont pas véritablement voix au chapitre. Les victimes, tout compte fait, elles dérangent. Il ne faut surtout pas trop se montrer, les victimes, parce que, écoutez, vous nous emmerdez, quoi. Si la loi est faite comme ça, eh ben, laissez-nous faire notre boulot, quoi. Voilà. Il est libérable au bout du tiers de la peine, eh bien, allez-vous-en, quoi. Ça n'est plus votre affaire. Et c'est comme ça que ça se passe. Pour accorder une libération conditionnelle, il faut que plusieurs conditions soient remplies. Les magistrats doivent être convaincus qu'il n'y a pas de risque de récidive ni d'évasion. Le détenu doit présenter un plan de réinsertion sociale. Il doit s'engager enfin à n'avoir aucun contact avec les victimes. La procédure qui se déroule devant le TAP, telle qu'elle fonctionne actuellement, est extrêmement particulière parce que vous êtes associé à une partie de la procédure du TAP, mais vous ne pouvez pas assister à l'intégralité des débats. S'il y a par exemple des rapports d'expertise psychiatre ou psychologue qui concernent l'intéressé, sur la question de savoir si on le libère, est-ce qu'il présente un caractère de dangerosité, par exemple, eh bien nous n'avons pas accès à cela. Et pour renverser l'argument, si nous avions accès à l'intégralité du dossier, en constatant par exemple qu'il existe un rapport disant « Monsieur Lecrenier, depuis 17 ans ou depuis 15 ans, il a évolué, alors qu'il présentait des traits de personnalité avec une dangerosité certaine, il s'est amendé, il a changé son comportement et il est moins dangereux. » On pourrait imaginer que sur ce point-là, mais à condition d'avoir un débat contradictoire, les parties puissent peut-être se rencontrer et déboucher sur quelque chose de positif. Il n'y a pas un seul facteur qui détermine la dangerosité de quelqu'un. Vous savez, la dangerosité, c'est un jugement probabiliste. C'est-à-dire,
dans un avenir indéfini mais pas illimité, quelqu'un va commettre un acte gravement nuisible à lui ou à quelqu'un d'autre. Quand vous avez une rythmicité, une répétition, comme dans les séries où on voit les criminels en série aussi, ils commettent les mêmes actes répétitivement. On peut identifier des choses et se faire des idées. Mais sur quelqu'un qui commet un acte en 50 ans, quand est-ce qu'il va reproduire cet acte s'il ne le reproduit jamais? Il faut aussi se dire que si les intéressés devaient aller à fin de peine, à ce moment-là, le risque serait sans doute beaucoup plus grand. Puisque permettre à un condamné de sortir avant sa fin de peine, c'est un élément qui le motive pour ne pas retourner en prison. Et donc, dans la plupart des cas, les efforts sont là et on peut compter sur cette possibilité de réinsertion dans la société sans difficulté. Tandis qu'aller à fin de peine, c'est lâcher des personnes qui ont la rage et qui n'ont rien comme projet, qui sont dans la société de cette manière-là et extrêmement dangereuses. On sait qu'un jour ou l'autre, il y aura une libération et qu'on amplifiera le mouvement dans le temps de plus en plus. Ce n'est pas ça. Le combat qui est mené par la famille Tellier, c'est de comprendre. Ici, le tribunal dit, mais j'ai considéré qu'il était absolument nécessaire, et ma décision est exceptionnelle, de me substituer à l'administration pénitentiaire pour accorder ces 4 permissions de sortie, parce que sans le préalable des permissions de sortie, on ne pourra pas avancer dans un processus de libération. Je leur demande de se prononcer sur la question de savoir s'il n'y a pas là un vice de procédure, quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le mécanisme, dans les rouages de fonctionnement du TAP. Moi, ce que je veux, c'est que le législateur change son code et que les magistrats aient un code à appliquer et que le vocabulaire de la justice soit aussi le vocabulaire que comprend le justiciable et le justicier. Qu'on sache que 15 ans, c'est 15 ans, 20 ans, c'est 20 ans, perpète, c'est perpète. Voilà. La Cour de cassation devrait statuer au plus tard le 16 mars prochain sur le pourvoi introduit par la famille Tellier. Ce pourvoi est suspensif, ce qui signifie que normalement jusqu'à cette date, Rémy Lecrégnier devrait rester en prison.